Le Salon des maires de France et des collectivités locales, du 19 au 21 novembre 2019, en direct de la Porte de Versailles, à Paris. En partenariat avec le Réseau des maisons de l'habitat, Dextera et la Banque des territoires. Et au Salon des maires, Radio Territoria qui va vous parler de l'essentiel aujourd'hui de l'eau. Même votre corps humain est composé, je crois, à plus de 80% d'eau. Donc l'eau est essentielle, la gestion de l'eau, les enjeux, les défis qui nous attendent. Et pour en parler, eh bien, une belle confrontation amicale, évidemment, avec deux invités. Christophe Tanguy, bonjour, merci d'être là. Vous êtes le directeur de l'exploitation des opérations du groupe SOR, on en reparlera. Et en face de vous, c'est Rémi Jacquier, directeur général d'Auxande. Auxande, dans un mot, vous me définissez les fonctions de la société ? Oui, alors on n'est pas en confrontation avec SOR. Vous êtes en confrontation verbale sur ce plateau. En complémentarité. Voilà. Donc effectivement, Auxande, c'est une société qui fait aujourd'hui 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui compte une centaine de collaborateurs. Notre métier, c'est d'aider nos clients, concessionnaires, délégataires, propriétaires, collectivités, à anticiper au lieu de subir la maintenance. Donc à basculer à une maintenance prédictive par opposition à une maintenance subie, une maintenance corrective. Absolument. Et en face de vous, Christophe Tanguy, vous êtes le directeur de l'exploitation des opérations chez SOR. Et SOR, c'est une entreprise, comment on la définir, qui est dédiée au service de l'eau. Le terme anglais, c'est un pure player de l'eau. Donc effectivement, 100% spécialisé dans les métiers de l'eau, avec deux grands pôles d'activité. La France, qui est quand même le fief historique, avec sur les 1,5 milliard d'activités, 1 milliard pour la France, et puis les 500 millions étant aujourd'hui des sujets d'eau aussi, mais à l'international, avec des pays très exposés à la problématique de l'eau, comme l'Arabie Saoudite, et puis récemment la Colombie, et puis l'Espagne. Voilà, Alors justement, si on revient à nos territoires de France, pour beaucoup de générations, maintenant 2 et demi ou 3 générations, l'eau, c'est réel. On ne se pose même plus la question, on ouvre un robinet, l'eau elle est là, elle est potable. Est-ce qu'on n'est pas en train d'épuiser un peu nos ressources ? Il va falloir aussi faire très attention à l'eau, parce qu'elle n'est pas ad vitam aeternam là pour nous aider. Il va falloir la protéger et peut-être aussi faire des sacrifices. Christophe ? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas une ressource inépuisable, même si le globe, la planète bleue, elle est composée de façon très 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 majoritaire par l'eau. Mais on a quand même structurellement, on le voit bien maintenant depuis 5-6 ans, des vraies problématiques d'eau en France, qui sont pas uniquement le fait d'une surconsommation, mais qui sont tout simplement le fait que la pluviométrie ne permet pas à nos ressources de se régénérer comme il le faut. Si je donnais quelques chiffres, cette année, 88 départements avec des arrêtés sécheresse, près de 300 arrêtés sécheresse ont été diffusés par les préfectures pour faire des économies d'eau. Moi, je considère que moi, je ne pourrais pas, mon entreprise ne pourra pas faire en sorte qu'il pleuve plus. Par contre, je peux faire ce qu'il faut, en tous les cas, pour faire en sorte que le plus rapidement possible dans l'année, on prenne conscience d'un risque de pénurie et amener l'ensemble des usagers à avoir une gestion sereine, économe de la consommation d'eau, pour s'assurer qu'on passera du mieux possible, en tous les cas, les périodes difficiles. Oui. Christophe, vous teniez aussi à nous expliquer, c'est le b.a.-ba peut-être pour vous, mais on a eu vraiment de grosses chaleurs, la sécheresse, vous l'avez rappelé, et puis depuis une quinzaine de jours, voire 3 semaines, sur certaines régions du territoire, beaucoup de pluie. Vous nous dites, il faut se calmer, c'est pas 3 semaines de pluie qui vont résoudre le problème. On est bien d'accord ? On est totalement d'accord. Aujourd'hui, cette pluviométrie, effectivement, pose des vrais problèmes, parce qu'en plus, ça génère des inondations, mais en aucun cas, ça ne nous permet de régénérer de façon correcte, pérenne,
nos ressources. Et on le voit d'ailleurs, c'est assez surprenant, mais ces dernières années, les premiers arrêtés de sécheresse quand même sortent au mois de février, tôt, alors qu'on est censé dans des périodes plutôt, je dirais, de pluviométrie ou en tous les cas de régénération, tout simplement parce qu'il pleut peut-être effectivement beaucoup au mois d'octobre, novembre, mais s'il ne fait plus aucune pluie par la suite, les ressources, elles vont pas se remplir. Ça va commencer à être compliqué. Oui. Alors, l'auditeur qui nous écoute se pose toujours la même question. L'eau a un prix, mais il faut dire qu'elle est de très bonne qualité dans notre pays. Oui. Elle est forcément potable, elle est traitée, elle est analysée, elle est suivie. Il faut quand même expliquer pourquoi on paye tant du mètre cube. Alors, l'interrogation, c'est est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que les prix vont se stabiliser ou est-ce qu'avec ce changement climatique qu'on connaît tous, les prix risquent d'augmenter pour deux raisons, parce que l'eau va se raréfier, elle n'est pas tarie la source, mais l'eau va se raréfier et on s'inquiète un peu pour ça. Est-ce qu'on peut rappeler d'un mot pourquoi l'eau a un coût qui peut paraître assez élevé à certains, mais on a de l'eau de qualité ? Alors, on a de l'eau de qualité en France et il faut savoir que l'eau, c'est le produit sanitaire le plus contrôlé en France. Et ce qui est logique puisque cette eau, elle sert à vivre et la majorité des personnes l'utilisent pour leur quotidien. Alors pourquoi ensuite, quand on va parler du prix de l'eau, on va parler de deux choses. Il y a l'eau potable et puis il y a l'assainissement. Et dans les deux cas, selon le contexte des régions, des territoires, il sera nécessaire de traiter pour faire de l'eau potable ou de traiter pour faire, je dirais, des eaux usées, des eaux qui soient acceptables par l'environnement dans lequel on va rejeter cette eau traitée. Le prix de l'eau n'est pas équilibré au niveau national parce que les contextes des différents territoires ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes en bord de littoral, avec une forte activité conchylicole, ostréicole, il est absolument nécessaire pour les collectivités d'avoir des installations d'une efficacité extrême pour s'assurer que l'eau qui va être rejetée ne posera pas de problème. Et cette efficacité, elle se traduit généralement par des dispositifs, je dirais, de haute technologie qui permettent de nous assurer qu'il n'y aura pas de risque. Et pour l'eau potable, on est exactement dans la même configuration. Selon l'endroit où je vais aller puiser la source, je vais devoir avoir à mettre en place un niveau de traitement qui sera en adéquation, en fin de compte, non pas avec l'eau potable, puisque la qualité est la même pour tout le monde. Par contre, c'est bien la qualité de l'eau brute, c'est-à-dire l'eau que je vais utiliser pour faire de l'eau potable, qui va me déterminer le process à mettre en place pour délivrer de l'eau potable. Ce qui se passe alors, est-ce que c'est cher ou pas ? Tout le monde dira que c'est cher. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie méconnaissance de ce qu'est le métier d'une entreprise comme la nôtre. Cette nuit, crois, très, très sincèrement, oui. Il y a une semaine, on a eu des intempéries. Il y a eu de la neige, Montélimar, Valence. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé sur les routes, dégagement. Moi, j'ai peut-être une trentaine, quarantaine de collaborateurs sur un tout petit périmètre qui, pendant quasiment 3 jours, n'a cessé de travailler parce que les lignes électriques étaient coupées. Donc ça veut dire que j'avais des usines qui ne pouvaient plus fonctionner. Donc on a été chercher des groupes électrogènes, etc. Quand on se lève le matin, qu'on prend sa douche à 7h ou à 6h ou à 5h, l'eau est chaude, elle est potable, etc. Mais parce que toute la nuit, des gens ont travaillé pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problématique parce qu'il y a une casse, parce qu'il y a une fuite, etc. Donc derrière, il y a un vrai service. Et ce service, aujourd'hui, il a un coût, c'est clair. C'est clair aussi que les évolutions réglementaires contraignent les collectivités à engager des traitements. Donc, on peut penser qu'effectivement, l'eau va continuer d'augmenter parce qu'elle va se raréfier, elle sera plus difficile à traiter. C'est quoi notre travail ? C'est de trouver la bonne adéquation pour faire en sorte que derrière ce coût qui va augmenter, comment moi, dans mon organisation, comment les nouvelles technologies peuvent m'aider à faire en sorte que ce coût, j'arrive à le maîtriser et éviter qu'il n'augmente de façon trop significative. Et c'est là où les technologies, c'est là où la transition énergétique peut nous apporter des vraies solutions. Tout à fait. Absolument. Alors, je voudrais on a parlé du prix, on a bien fait comprendre ce matin aussi que c'était pas inépuisable, l'eau. Il fallait faire des progrès, peut-être nous, en tant que consommateurs. Il y a des enjeux aussi qui sont importants, et là, c'est vous, Rémi Jacquier, qui allez prendre la parole. Le système pour apporter de l'eau, il a un certain âge maintenant. Comment on fait s'il faut changer tout ça, parce que rien ne dure toute l'année, toute la vie, quoi. Est-ce qu'on a des problèmes d'infrastructure ? Alors, tout à l'heure, on parlait de la pérennité de la ressource en eau.
effectivement, il y a aussi une question très importante qui est la pérennité, la pérennisation du réseau qui permet effectivement d'avoir cette magie, d'ouvrir son robinet et d'avoir de l'eau qui coule. On parle beaucoup chez Auxandre de dette grise des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire, la dette grise des infrastructures? C'est-à-dire, les collectivités ont des dettes financières, elles s'endettent pour investir, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, parce que justement c'est enfoui, c'est souterrain, c'est le vieillissement des réseaux. Et on a un système aujourd'hui, notamment de contrats publics, qui pousse beaucoup à faire de la maintenance sous forme de coûts d'exploitation, mais trop peu sous forme d'opérations de rénovation des réseaux. Et donc on se retrouve dans une situation où on a des réseaux, des équipes engagées, mais ces réseaux vieillissent. Et clairement, vous parliez tout à l'heure de prix de l'eau et de qualité de l'eau. Cet enjeu-là dans la construction du prix de l'eau aujourd'hui n'est pas adressé vraiment dans sa globalité. Il y aurait une panne de réseau. Et on le comprend bien, Christophe Tanguy, ce serait une catastrophe. Le jour où effectivement vous êtes... je réfléchis, mais c'est une catastrophe. Oui et non, parce qu'à un moment donné, quand le réseau casse pour des raisons diverses, la sécheresse aujourd'hui fait bouger le sol, et le sol va vous tordre les réseaux, et les réseaux, à un moment donné, ils vont casser. Donc, alors, nos organisations, c'est de faire en sorte que le jour où ça se passe, deux choses. On essaye d'appréhender que ça ne se passe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tout à l'heure je parlais de nouvelles technologies, on est capable aujourd'hui de commencer à mieux appréhender le fait qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'on a des capteurs qui commencent à nous montrer qu'il y a une dérive et que cette dérive, statistiquement, va amener à une rupture, donc une casse. Donc le numérique apporte aussi beaucoup de choses à vos deux métiers. Le digital et le numérique font partie aujourd'hui des outils. On parlait du prix de l'eau. Quand je disais tout à l'heure, il va y avoir une augmentation parce qu'il y a des infrastructures qui vieillissent, parce que des collectivités ont des patrimoines et ces patrimoines, il faut les entretenir. Nous, des opérateurs ou des sociétés comme mon confrère sont là pour apporter des solutions et amener à la collectivité des solutions dont un des objectifs, tout en assurant la qualité du service, tout en assurant la performance du service, c'est d'assurer la maîtrise de l'augmentation potentielle du prix de l'eau. Et les nouvelles technologies, le digital, font partie des leviers dans des métiers qui sont assez rustiques quelque part, parce que on disait les tuyaux sont enterrés, j'interviens sur une canalisation, je fais un trou, je pelle et mini-pelle. C'est très rustique. Pelle et mini-pelle, sauf que la mini-pelle et la pelle aujourd'hui sont connectés. Voilà. Il y a des capteurs, il y a de l'information, et c'est un bouleversement dans nos métiers, mais qui est extrêmement intéressant, qui est totalement transformant, mais qui amène une vraie matière. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on arrive à digitaliser quelque part l'ensemble du service, y compris la ressource. La ressource aujourd'hui, on est capable de la monitorer, mais il faut être extrêmement vigilant. Le capteur n'est qu'un moyen, la data n'est qu'un moyen. Il faut ce que j'appelle le jus de crâne, c'est-à-dire des gens, des experts, donc des géophysiciens, des hydrogéologues ou des spécialistes de la maintenance qui vont avoir la capacité à développer l'ensemble des algorithmes qui, associés à cette donnée, vont être capables de nous dire attention, il va se passer quelque chose à cet endroit, et d'être suffisamment précis pour être le plus réactif possible. Ce qui fait que le jour où j'ai une casse, potentiellement dans l'idéal, je l'ai même anticipé, et le jour où elle arrive, mes outils me permettent de savoir où elle s'est produite, donc on perd moins de temps et je perds moins de temps du problème. Donc voilà, donc à moi après de gérer avec mes réservoirs pour éviter un maximum la rupture. Et je vais aller plus loin, parce qu'il faut intégrer l'usager. C'est comment j'emmène et j'embarque l'usager en le prévenant que je vais faire une intervention, qu'il pourrait y avoir une rupture d'alimentation. C'est-à-dire, j'anticipe le fait que quand il va ouvrir son robinet, il se dit « Ah, il n'y a pas d'eau, je ne suis pas au courant ». Demain, aujourd'hui, je suis capable de dire « Attention, on intervient. Potentiellement, vous allez avoir observé un dysfonctionnement. Soyez rassurés, on intervient. Ça va durer 2 heures. Et dans 2 heures, ce sera fait. Rémi Jacquet, quel est pour vous, pour Auxandre, le plus grand défi concernant l'eau ? En fait, je vais vous donner un chiffre qui va bien résumer le défi justement du vieillissement des infrastructures, qui, de notre point de vue, est le plus gros défi des 30 prochaines années. Aujourd'hui, il y a 30% de l'eau sur les réseaux qui est perdue
On parlait de la ressource, de l'économie de la ressource, de sa protection. Ça paraît énorme, 30% de perdus. 30%, c'est-à-dire que les réseaux, quand vous injectez à l'entrée d'un réseau, ce qui sort de l'autre côté au niveau du robinet, c'est 70% de ce qui a été injecté. Alors c'est une moyenne, hein. Il y a des collectivités où ça fonctionne mieux, il y a des collectivités où ça fonctionne encore moins bien. Encore moins bien. Donc quand on parle de... Et ça, la conséquence... elle est écologique, hein, clairement, puisque l'eau va à des endroits parfois pollués ou non souhaités, et elle est également structurante sur quelle est notre vision de la préservation de cette ressource. Aujourd'hui, effectivement, et ça a beaucoup évolué ces dernières années, on a des technologies qui nous permettent de mieux faire, tout en étant... Parce que là aussi, il ne faut pas se leurrer, tout en étant dans une augmentation raisonnable et maîtrisée, c'est le mot qui a été utilisé tout à l'heure par Christophe, je pense que c'est le bon mot, hein, c'est le mot de maîtrise, et maîtriser du prix de l'eau. Parce que c'est sûr qu'on... La France s'est construite avec des utilities relativement peu chères, avec un avantage compétitif que ça a pu nous procurer, l'électricité, l'eau, mais ça a un coût. Hein. Derrière l'eau, il y a effectivement des réseaux, il y a des équipes, il y a des délégataires, il y a de la technologie aussi, et il y a un enjeu écologique. Donc tout ça, ça a une valeur. Alors, ce chiffre est affolant. Pour qu'il y ait moins de pertes, ça voudrait dire quoi? Qu'il faut moderniser les réseaux? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors, il y a plusieurs étapes. 30%, vous êtes d'accord, hein, Christophe, il faut qu'on trouve une solution. 30% de plus, ce serait bien, Arnaud. Hein. Oui, mais je pense que après vous allez avoir, alors on va parler sous, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est 30% ou 25%, et puis ça dépend des territoires. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on observe un lien direct au-delà du territoire en proprement parler qui peut poser des problèmes, mais on observe souvent, des bons résultats là où les collectivités ont engagé depuis très très longtemps une vraie politique de leur gestion patrimoniale. Alors, pour certains, ça a été facile, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué et on peut aisément le comprendre. Maintenant, on doit aussi, vis-à-vis de ces mêmes collectivités, vis-à-vis aussi de ce coût de l'eau, avoir, moi en tant qu'opérateur, l'honnêteté d'amener à la collectivité un juste équilibre. C'est-à-dire, chaque point de rendement que je vais gagner coûte combien réellement au niveau du service. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain rendement de réseau attendu, économiquement, il ne sera plus intéressant de vouloir absolument réparer des fuites. Au bémol, d'assurer la continuité de service, bien évidemment. Mais il y a un moment donné, il y a un juste équilibre. Et cet équilibre, il est propre à chaque collectivité. Et c'est à nous, opérateurs, avec nos outils, avec ce que la digitalisation peut nous apporter, de dire, voilà, sur votre collectivité, on peut atteindre 85% de rendement de réseau, à un coût économique totalement maîtrisé. Aller plus loin n'aurait techniquement et économiquement potentiellement pas de sens. Par contre, c'est comment je peux malgré tout continuer à travailler pour maintenir ce niveau avec, cette fois-ci pour la collectivité, non plus un coût d'organisation du service, mais un coût de gestion de ce patrimoine pour maintenir ce bon niveau de performance. Rémi Jacquier, les solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. On a des outils. Tout à fait. Ce que mentionnait Christophe, c'est l'excédent chez beaucoup de collectivités de la maintenance corrective, à défaut de maintenance préventive, voire prédictive. C'est-à-dire être capable de dire, d'abord j'ai une vision pour mon réseau, j'ai une vision de mes objectifs, je sais où je veux aller effectivement dans la maîtrise de la perte en eau, je sais où je veux aller en termes de performance, et je suis capable de maîtriser le vieillissement de mes infrastructures. Ça veut dire quoi, maîtriser le vieillissement des infrastructures? Ça veut dire que je suis capable de dire, aujourd'hui elles sont dans tel état, demain elles seront dans tel autre état, j'ai tel risque, la notion de risque est importante, j'ai tel risque associé à ces infrastructures, et en termes d'acceptabilité de ce risque, voilà ce que je suis capable d'accepter, et voilà ce que je veux absolument prévenir et anticiper. Et mettre en face, avec les opérateurs, des plans d'action qui vont justement permettre d'avoir un meilleur rendement, une eau de bonne qualité, un prix qui reste acceptable pour le citoyen. Et ça, la technologie prédictive, effectivement, que nous proposons chez Auxandre, permet d'y répondre. C'est-à-dire qu'on met à disposition de nos clients des modèles prédictifs. Et sur la base de ces modèles prédictifs, ils vont être capables de générer des plans pluriannuels de maintenance et travaux et d'arbitrer
de dire, moi j'ai un budget qui est capé du fait du prix, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, cette enveloppe-là, je vais essayer de l'injecter là où c'est le plus pertinent. Alors pas forcément là où c'est le plus pertinent à court terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des rustines sur toutes les fuites, mais on va se dire, moi mon réseau, je l'ai pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Quelles sont les actions qui sont pertinentes pour justement avoir une performance de moyen long terme? Alors, avec si je puis me permettre, pour compléter ce que dit Rémi, derrière cette analyse prédictive, là où ça devient vraiment très intéressant pour les collectivités, c'est cette notion de se dire, voilà, j'investis 1 euro, ça me rapporte quoi? Pour 1 euro donné, investi. Et ce modèle prédictif, aujourd'hui, si on regarde un peu comment ça a évolué, on est parti déjà de plan papier. On disait, monsieur le président, monsieur le maire, voilà, c'est toute cette rue qu'il faut changer. Le modèle prédictif commence à nous dire, voilà, ces rues-là, voilà dans le temps comment est-ce qu'on imagine les renouveler. Mais le modèle prédictif et l'ensemble de la data me permet de dire, monsieur le maire, dans cette rue-là, c'est ces 200 mètres-là qu'il faut faire. C'est pas les 500 mètres, c'est les 200 mètres. Et ces 200 mètres, si on les fait, moi, je suis capable de vous dire, voilà ce qu'on va économiser en fuite. Ouais. Donc on est arrivé à quelque chose d'extrêmement très précis. Vous êtes dans la chirurgie maintenant. On est dans la chirurgie sur un certain nombre de sujets, on devient très chirurgical, mais ce qui est logique, parce que l'objectif, c'est bien d'amener à la collectivité à préserver au maximum son patrimoine et de faire en sorte que l'euro investi corresponde à un vrai retour sur investissement. On pourrait rester des heures avec vous. J'ajouterais juste un élément, chirurgie et prévention. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas que quand c'est grave, on intervient aussi en amont pour éviter que ce soit grave. Alors, pour conclure, parce qu'on pourrait rester des heures, on a encore beaucoup de questions, mais je voudrais qu'on implique en conclusion les citoyens. Et de votre part, à tous les deux, je voudrais que vous nous donniez un conseil. On commence avec vous, Christophe Tanguy. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux citoyens? Parce que c'est nous aussi qui en avons besoin de cette eau. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour l'avenir? Je pense que l'élément majeur, c'est d'être attentif, bien évidemment, à la façon dont on utilise l'eau dans son quotidien. Et puis je pense qu'il faut être attentif aussi aux actualités lorsque effectivement ces périodes de stress hydrique arrivent, de bien identifier que chacun à un moment donné a un rôle à jouer, je dirais, dans son usage dans le quotidien. Alors tout le temps, bien évidemment, mais avec beaucoup plus de vigilance quand la France commence à émettre des arrêtés qui disent attention, ça peut être extrêmement compliqué. Et surtout ne pas croire, parce qu'il pleut beaucoup, que ça va résoudre le problème. Ouais, pas du tout. Ça, c'est clair. Bon, alors on va faire un effort parce que c'est important qu'on s'y mette tous. Vous, pour terminer, Rémi Jacquet, pour nous consommateurs, qu'est-ce que vous nous dites? Comment on peut être acteur de tout ça? L'eau, c'est un enjeu de qualité de vie. Voilà, c'est plus que ça, c'est essentiel. Exactement. La transition énergétique, c'est aussi un enjeu de qualité de vie. Et notre qualité de vie, elle a une valeur. Et je pense qu'il est important, et on le voit justement dans les débats sur la gestion patrimoniale, que les citoyens prennent conscience que cette valeur-là, elle se traduit dans un prix. Ce prix, on peut toujours le minorer à l'extrême. Oui, c'est toujours possible. Oui, mais vous enlèverez tous les services. Voilà, exactement. Mais ça aura des conséquences en termes de qualité et ça aura des conséquences en termes même de santé pour nous et nos enfants. Donc moi, je pense que c'est le rôle des professionnels, c'est le rôle aussi des hommes politiques d'avoir un discours de vérité sur la valeur de la ressource, sur la valeur de cette eau, sur la valeur des réseaux qui permettent d'amener cette eau aux citoyens, et donc de faire prendre conscience que oui, l'objectif c'est pas d'augmenter le prix de l'eau à des niveaux insoutenables, inabordables, mais c'est aussi d'être dans une logique pérenne, bien sûr, durable. Pour terminer, est-ce que l'eau française est plus chère? Est-ce qu'elle est moins chère en Italie, en Espagne? Je crois pas, pas dans les pays chauds. Est-ce qu'on est dans une moyenne tout à fait acceptable pour la qualité que nous avons? Je vous rappelle que c'est un détail, mais moi j'ai habité dans plusieurs villes, comme beaucoup de gens. On bouge, j'ai toujours bu, excusez-moi de vous le dire, de l'eau du robinet. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et je continue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, en tant qu'opérateur, on pourrait imaginer que je ne sois pas totalement partial sur le sujet, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je considère aujourd'hui, au regard de ce qui est fait, des technologies que les entreprises ont investies, des outils qu'on utilise, qu'on a un rapport qualité-prix quand même plutôt excellent en France.
Je vais même vous faire une confidence, à force de boire de l'eau du robinet, quand je bois de l'eau de source, de l'eau en bouteille, je trouve qu'elle a un goût. Et bien souvent, elle a un goût amer. Voilà. Je plaide je vous dis la vérité. Hein. Je trouve que voilà, je fais la différence. Moi, les yeux bordés. Et ne pas oublier, puisqu'on parle de l'eau, que pour 1 euro, allez, on va faire ça pour 1 euro, je vais être très schématique, pour 1 euro vous avez 1000 litres, c'est-à-dire 1 mètre cube. C'est beaucoup, 1000 litres. Pour 1 euro, vous avez potentiellement une bouteille de 1,5 litres. Donc ce rapport est à mettre aussi en exergue. Voilà, et n'oubliez pas que... Et la bouteille est en plastique. Et la bouteille est en plastique et elle pollue. Et n'oubliez pas aussi qu'une douche, c'est beaucoup plus tonique, efficace peut-être qu'un bain, comme on faisait. Douche froide. Douche froide, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir, avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec ces clins d'œil qui nous font plaisir et qui nous remettent dans la réalité. Merci d'être venus nous parler de cette gestion de l'eau. Je vous souhaite une bonne fin de salon et puis j'espère qu'on vous entendra évidemment sur Radio Territoria. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Le Salon des maires de France et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2019 en direct de la Porte de Versailles à Paris. En partenariat avec le Réseau des maisons de l'habitat, Dextera et la Banque des territoires.